Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour tout d'abord pour le petit retard. Nous étions confrontés à un petit incident technique de dernière minute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire proposé par Mano Médical et présenté par le docteur Nina Lucas. Bonjour Nina, ou rebonjour. Bonjour. Alors, je suis donc Yveline de la société Mano Médical et avant de vous passer la main, Nina, je me permets donc de présenter à nouveau, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Mano Médical. Donc, en quelques mots, Mano Médical, votre partenaire matériel depuis 25 ans maintenant, vous propose de nombreuses solutions pour équiper votre clinique, que ce soit en imagerie, en chirurgie, en diagnostic pression artérielle et en aménagement du cabinet. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'aménager quasiment intégralement votre clinique. Voilà, alors outre nos solutions adaptées à vos besoins, nous avons à cœur donc de vous proposer un accompagnement tout au long de l'année, sous forme de tutoriels, de guides pratiques et également sous forme de formation, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, je n'ai pas rappelé le thème de notre rendez-vous aujourd'hui, mais il s'agit donc de thérapie laser. Nina Lucas vous propose en 1 heure, on va essayer, de vous rendre le plus autonome possible donc dans la pratique au quotidien de la thérapie laser. Alors, un petit mot sur votre intervenante. Hop, je vais juste faire comme ceci. Voilà, je vous ai mis sa bio ici intégralement à l'écran. Donc, Nina Lucas est diplômée de l'ENVA. Elle s'est formée pendant son activité de généraliste à la physiothérapie, obtenant donc le certificat de vétokinésis. Aujourd'hui, Nina exerce exclusivement en physiothérapie dans son cabinet Kinéveto, du côté de Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Qu'elle a ouvert en 2019. Voilà, 2009. C'est ça. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de thérapie laser. L'idée, c'est d'essayer de vous rendre le plus autonome possible et d'aller un petit peu plus loin que juste appuyer sur les boutons et de savoir vraiment ce que vous faites. Pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est surtout ça l'intérêt de la conférence d'aujourd'hui. La thérapie laser, c'est une approche thérapeutique qui est de plus en plus utilisée en médecine vétérinaire, vous le savez, pour la prise en charge de très nombreuses affections, que ce soit chez les animaux de compagnie, les chevaux ou les nacs. Et donc là, on va vous présenter en détail les principes et le fonctionnement de cette thérapie, mais aussi les paramètres et les réglages qu'il faut maîtriser et voir en fin de webinaire quelques cas pratiques d'utilisation. On va passer à la diapo suivante. L'idée, ça va être dans un premier temps de vous expliquer en détail ce qu'est la thérapie laser, ses origines et son utilisation en médecine vétérinaire. Ensuite, on va voir ensemble les principaux objectifs de cette thérapie, comme ses effets antalgiques, anti-inflammatoires, régénérateurs et décontracturants. Et enfin, de décrire les différentes modalités de la thérapie laser, notamment les types de lasers qui sont utilisés, les durées et les fréquences de traitement, les modalités d'application et enfin quelques cas pratiques. L'objectif, c'est que vous soyez autonome à la fin du webinaire. Donc vraiment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. On est là pour échanger. On essaiera de se garder 10 minutes en fin de webinaire pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de tabou. Je ne prétends pas avoir la réponse à absolument toutes les questions, mais j'ai de quoi chercher et trouver les réponses si je ne l'ai pas dans l'instant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent. Allez, on commence. Donc, qu'est-ce qu'un laser thérapeutique? Eh bien, un laser thérapeutique, c'est un dispositif qui émet un faisceau de lumière cohérente, monochromatique et de forte intensité.
Les lasers qui sont utilisés en physiothérapie fonctionnent dans le spectre du proche infrarouge avec des longueurs d'onde qui sont généralement comprises entre 600 et 1000 nanomètres. Et donc, on va avoir un peu plus de détails sur la diapositive suivante. Hop. Le faisceau laser, il est produit en réalité par un milieu actif qui peut être soit du gaz, soit du liquide, soit du solide, qui va être placé dans une cavité optique entre deux miroirs. L'excitation des atomes du milieu actif par pompage optique ou des charges électriques va générer une émission qui va être stimulée de photons, qui va être ensuite amplifiée par des réflexions successives entre les différents miroirs. Et in fine, on a donc une partie de la lumière qui va s'échapper par un miroir semi-réfléchissant. Et c'est ça qui va former le faisceau laser. Quelles sont les principales caractéristiques de ce faisceau? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, c'est sa cohérence spatiale et temporelle, c'est-à-dire que les photons ont la même direction et la même phase. Ça va être aussi sa monochromacité, c'est-à-dire que la lumière laser, elle est composée d'une seule longueur d'onde. Ensuite, on a la directivité du faisceau laser parce qu'il est très peu divergent et donc il va pouvoir être focalisé sur une petite surface. C'est ce qui va nous permettre de traiter des surfaces parfois très petites. Et c'est un faisceau qui a une forte intensité énergétique. Les lasers thérapeutiques utilisent des puissances qui sont relativement faibles et sur des durées d'exposition courtes de l'ordre de quelques minutes. En tout cas, dans le cadre où on l'utilise nous. Et il n'entraîne pas d'effet thermique significatif, si ce n'est un échauffement assez superficiel, et si évidemment il est correctement utilisé, mais il n'y a pas de risque pour l'ADN, contrairement à des lasers chirurgicaux ou de plus haute puissance. Le seul risque avec les lasers thérapeutiques qui sont couramment utilisés en médecine vétérinaire, ça va être un risque oculaire de brûlure de la rétine et d'où la nécessité de porter des lunettes de protection, l'obligation d'ailleurs de porter des lunettes de protection et de les faire porter aux autres personnes qui sont dans la pièce. On peut passer à la diapo suivante. Donc maintenant, on sait ce que c'est une lumière laser. Et vous me direz, bah, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on sait comment ça se fabrique? Et surtout, sur quoi on se sert de cette lumière laser et pourquoi ça va nous être utile? Alors, cette lumière laser, on va s'en servir sur ce qu'on appelle des chromophores. En fait, les cellules contiennent des molécules qui absorbent la lumière et qui sont appelées des chromophores. Chez les mammifères, les chromophores les plus connus, on en a 4, c'est les cytochromes, la mélanine, l'hémoglobine et l'eau. L'absorption de la lumière laser par ces chromophores va entraîner tout un tas de réactions photochimiques et photobiologiques au sein des cellules. Et l'exemple le plus connu, que vous pouvez d'ailleurs expliquer aux propriétaires quand ils vous demandent comment ça fonctionne le laser et c'est quoi des chromophores, etc., si vous rentrez dans des explications. Les propriétaires sont très curieux, moi je leur explique tout le temps, ils comprennent plutôt bien. L'exemple le plus concret d'un chromophore, c'est que quand vous envoyez des rayons UV sur des mélanocytes, ça va activer la mélanine, ça va accélérer le transfert des mélanosomes vers les kératinocytes, et ça s'appelle le bronzage. Une fois que vous avez compris ça, ça met bien en image que de la lumière peut avoir un effet sur des molécules. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas de la lumière UV, c'est de la lumière laser, mais cette lumière laser va activer différents chromophores. L'énergie qui va être absorbée par les chromophores va être transférée à des molécules d'oxygène. Ça entraîne la formation de radicaux libres réactifs, comme l'oxygène singulé ou des radicaux superoxydes. Et c'est ces espèces réactives de l'oxygène qui peuvent modifier l'activité cellulaire et induire des effets biologiques. Les radicaux libres et l'énergie lumineuse qui a été absorbée peuvent activer diverses voies de signalisation intracellulaire, comme par exemple les cascades de phosphorylation qui sont impliquées dans la régulation de l'expression génique et aussi des processus de prolifération cellulaire et des processus de réparation. La lumière laser peut aussi stimuler l'activité des mitochondries, qui sont les organites, je vous le rappelle, qui sont responsables de la production d'énergie. Je vous rappelle vos cours de biochimie, même de prépa. Ça entraîne une augmentation de la synthèse d'ATP et une modulation de l'activité cellulaire.
Et enfin, l'absorption de la lumière laser peut induire des changements dans la perméabilité et la fluidité de la membrane cellulaire, ce qui va affecter les processus de transport, de signalisation et d'échange entre la cellule et son environnement. Donc là, on est vraiment sur l'aspect microscopique. Maintenant, sur la diapositive suivante, on va essayer de détailler un petit peu chromophore par chromophore ce qui est attendu à l'échelle cellulaire. Donc, je répète que chez les mammifères, on a 4 cytochromes, donc l'eau, l'hémoglobine, le cytochrome C, en l'occurrence qui va nous intéresser, et la mélanine. Chaque chromophore absorbe préférentiellement certaines longueurs d'onde. C'est pour ça que quand vous achetez un laser, on vous dit ce laser, il va envoyer telle ou telle longueur d'onde. Certains lasers ont 2 longueurs d'onde, d'autres 3, d'autres 4. Maintenant, on a des lasers à 6 longueurs d'onde. Et donc, il faut bien comprendre à quoi correspond tout ça pour savoir si vous en avez besoin de 3, de 2, de 4. Est-ce que vous avez absolument besoin de 6 longueurs d'onde pour que ça marche, etc. Donc, on a en général la 640 nanomètres qui est la longueur d'onde d'absorption optimale pour la mélanine, qu'on va utiliser essentiellement pour les traitements superficiels comme des granulomes de léchage, des plaies, des brûlures ou des problèmes de cicatrisation. La longueur d'onde 810 nanomètres, qui est la longueur d'onde d'absorption optimale pour la cytochrome C oxydase, qui, elle, va plutôt favoriser la production d'ATP. La longueur d'onde 980 nanomètres, qui va être la longueur d'onde d'absorption optimale de l'eau, qui va entraîner des gradients de température. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails après. Et souvent, la longueur d'onde 905 nanomètres, qui est plutôt une forte absorption par l'hémoglobine. Et vous voyez sur les graphiques, si on élargit un petit peu la fenêtre, on a d'autres pics d'absorption situés un peu en dessous de 600 nanomètres, un peu au-dessus de 1000 nanomètres, toujours avec des effets autres et qui vont pouvoir être modulés. Alors, quels sont en détail les effets attendus pour chaque chromophore, puisque chacun va avoir un petit peu une utilité différente. Sur le cytochrome C, qui va être vraiment le principal en réalité, enfin moi je trouve que c'est l'action la plus intéressante. Les cytochromes C, ils sont situés en regard de la membrane interne des mitochondries, et ce sont les photorécepteurs en fait qui sont les mieux connus. Les cytochromes C, c'est les principales protéines de la chaîne respiratoire mitochondriale, qui sont les sources les plus importantes de la synthèse de l'ATP via la phosphorylation oxydative. Encore une fois, vous pouvez vous référer à vos cours de prépa. Les cytochromes C contiennent du fer et du cuivre, qui les rendent hypersensibles aux lumières rouges et proches de l'infrarouge, donc tout l'intérêt de notre lumière laser. Au cours d'un stress oxydatif, donc ça peut être un traumatisme, une inflammation, suite à une chirurgie, etc., la mitochondrie, en fait, n'est plus capable de produire de l'ATP. Et elle va, à la place, libérer des radicaux libres qui vont être délétères et induire la sécrétion de prostaglandines et de cytokines qui vont être plutôt pro-inflammatoires. Les cytochromes C, qui sont irradiés par des lumières proches de l'infrarouge, vont relancer le métabolisme cellulaire, réduire le vieillissement cellulaire par l'élimination des radicaux libres et relancer en fait la production d'ATP. En parallèle de ça, ils vont stimuler la production de monoxyde d'azote, le NO, qui est un neuromédiateur gazeux qui va activer la synthèse protéique et diminuer l'agrégation plaquettaire et va aussi avoir un effet vasodilatateur. La longueur d'onde 800 nanomètres ou autour est peu absorbée par la mélanine, l'eau et l'hémoglobine et elle pénètre donc de façon optimale et plus profondément sur ce cytochrome C. Okay, donc déjà, rien qu'avec de la lumière laser envoyée à cette longueur d'onde pour stimuler les cytochromes C, va nous relancer la production d'ATP et avoir un effet vasodilatateur. Local, évidemment. Alors, quels sont les effets en détail attendus sur l'eau et les autres chromophores? Alors, on a l'absorption par les molécules d'eau qui va provoquer en fait un différentiel de température au niveau cellulaire. Et donc, comme on va avoir des températures différentes de la superficie aux zones plus profondes qu'on va traiter, ça va créer un gradient de température et un gradient de pression.
Et en fait, ce gradient de pression va fournir la force propulsive nécessaire à la circulation vers des zones de plus basse tension. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on améliore localement la microcirculation sanguine et du coup, les tissus localement vont être mieux oxygénés. En plus, lié à cette absorption, on va avoir une activité thermique parce que l'eau, elle va, comme on l'a dit avant, elle va chauffer. Ça va apporter une augmentation aussi de température superficielle qui va avoir un effet, entre guillemets, de thermothérapie. Donc, ça peut avoir un effet confortable et ça peut aussi avoir un effet sur le gate control, comme quand on applique une bouillotte. Finalement, ça a aussi cet effet de thermothérapie. Mais j'entends trop souvent, soit les propriétaires qui comprennent pas trop, soit une espèce de confusion où on me dit: «Ah, l'intérêt du laser, c'est que ça chauffe en profondeur». Or, non, le laser, c'est pas son intérêt principal. Certes, ça chauffe et la thermothérapie a un intérêt, notamment en gestion antalgique et décontracturante, mais ce n'est qu'un effet parmi tant d'autres de la thérapie laser et loin d'être, l'effet principal. OK? Ensuite, on a l'absorption par l'hémoglobine qui va être maximale, autour de 905 nanomètres, qui va permettre de libérer de l'oxygène et favoriser la production d'ATP via le cycle de Krebs. L'absorption, elle, par la mélanine qui va être plutôt maximale autour de 660 nanomètres est responsable d'une action favorable sur la peau en raison déjà d'une élévation de la température, en activant la microcirculation sanguine, mais aussi en stimulant l'expression de protéines de choc thermique qui s'appellent les heat shock protéines, les HSP70, c'est vraiment si on veut rentrer dans le détail. Et celles-ci vont entraîner la multiplication de fibroblastes et augmenter la synthèse de collagène, ainsi qu'une diminution des processus inflammatoires. Attention toujours à l'élévation de température au niveau superficiel et à toujours surveiller chez les animaux qui ont la peau sombre qu'on n'est pas en train de chauffer trop fort parce qu'on a quand même des risques de brûlure si on reste trop longtemps sur la même zone, notamment sur une peau ou un pelage sombre. On peut passer à la diapo suivante qui va nous amener à récapituler un petit peu les effets, mais plutôt au niveau général. Et donc, quels sont les effets finalement globaux attendus quand on se sert de la thérapie laser? On a une action antalgique qui va passer par 3 modes d'action différents. Alors, ce premier mode d'action, c'est le gate control par l'application, j'en ai parlé un petit peu précédemment, d'une source de chaleur. Pour faire un rapide rappel sur la théorie du gate control ou la théorie du portillon, si ce n'est pas limpide pour vous, c'est une théorie, on va faire très, très simple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de chaînes d'inhibition, d'excitation, de la douleur, etc. Globalement, c'est un système de détournement de la douleur. C'est-à-dire que le gate control, si je vous le décris de façon hyper basique, et pareil, si vous voulez l'expliquer au propriétaire, c'est que la première chose que vous faites quand vous vous cognez, c'est que vous vous frottez en général. Vous faites piquer la main par un moustique, vous allez vous frotter, vous vous cognez un petit tibia, vous allez vous frotter, etc. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on frotte, on envoie un message sensoriel non douloureux au cerveau. Et ce message sensoriel non douloureux, il va arriver au cerveau par des fibres plus rapides que celles qui envoient le signal de la douleur aiguë. Et on va saturer des récepteurs à la douleur avec un message sensoriel non douloureux. Et donc, ça permet en fait de faire embouteillage et d'empêcher un petit peu le message de la douleur aiguë de se fixer. Et donc, c'est vraiment une idée de détournement de la douleur. Et donc, quand on appose de la chaleur, que ce soit avec une bouillotte ou quand on a un échauffement local, ça peut être avec des ultrasons, ça peut être avec de la thérapie laser, ça va déclencher en fait ce gate control. Donc, c'est un premier mode antalgique. Ensuite, certaines études ont montré des augmentations significatives des taux d'endorphine et de sérotonine dans le liquide céphalorachidien après illumination du laser, ce qui traduirait l'activation de contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs, particulièrement utiles lors de douleurs diffuses chroniques.
Et on a d'ailleurs observé que ces effets étaient réversibles par injection de naloxone. Donc, on a en tout cas un recrutement de tout un système endorphinique et sérotonine par la thérapie laser. Et le troisième mode d'action antalgique, ça va être une action anti-inflammatoire. Cette action anti-inflammatoire, elle va être liée à la réduction des taux de prostaglandine et d'interleukine qui sont notamment beaucoup impliqués dans la pathogénie de l'arthrose. On va avoir aussi une stimulation de l'activité phagocytaire des leucocytes et des macrophages. L'action, on l'a vu précédemment, sur l'amélioration de la microcirculation va aussi aider. On a aussi un effet vasodilatateur. Et donc, tout ça va contribuer à une meilleure oxygénation des tissus, à l'activation du drainage lymphatique qui va aussi permettre une résolution des œdèmes. Et tout ça va permettre une meilleure élimination des déchets, des résidus acides. Et donc, on va diminuer les conditions locales de l'inflammation. On a aussi plusieurs études qui ont révélé une augmentation du nombre de lymphocytes T et du taux d'immunoglobuline. Donc ça, c'est nos 3 actions antalgiques. Ensuite, on a une action décontracturante qui découle de l'augmentation de la production d'ATP par la stimulation de la chaîne respiratoire mitochondriale via justement notre fameuse cytochrome C oxydase. Si la contraction musculaire exige une grande quantité d'énergie et d'ATP, le relâchement musculaire en a aussi besoin, il est aussi consommateur d'ATP. Et donc, sans cet apport, on a une contracture qui peut persister et l'ischémie induite accumule des déchets acides et aggrave en général la douleur. On a aussi, je le rappelle, une vasodilatation induite par le rayonnement laser et notre fameuse production de NO, qui va donc s'associer à la fourniture accrue d'ATP pour réduire les douleurs musculaires. Okay. Donc, on a tout de l'échelle moléculaire, cellulaire, à in fine cet effet décontracturant. Nous avons également une action régénératrice et cicatrisante. Alors, on a beaucoup d'études sur des lésions expérimentales. Par exemple, on a créé des cryolésions au niveau du nerf tibial et on a obtenu une diminution des cytokines pro-inflammatoires suite à l'exposition à des ondes du proche de l'infrarouge. On a aussi des études qui ont été faites sur la stimulation de la régénération nerveuse après une lésion du nerf médian, où l'exposition aux ondes du proche infrarouge permettrait d'améliorer la qualité de la régénération nerveuse en améliorant l'épaisseur de la gaine de myéline et en améliorant la conduction. Tout ça, ça reste des études, par contre, qui sont in vitro. Donc, on met un petit peu des guillemets, on manque un petit peu d'études, surtout d'études à grande échelle pour valider complètement tout ça. Mais voilà, on a quelques pistes plutôt encourageantes et positives sur ce sujet-là. L'action cicatrisante et régénératrice du laser s'expliquerait par la production accrue d'ATP qui favorise la croissance et la réparation cellulaire. Ça se traduit au niveau des différentes étapes du processus de cicatrisation, c'est-à-dire qu'on a une stimulation de l'activité phagocytaire et fibrinoclastique via les macrophages, les leucocytes et les lymphocytes. Et la détoxification du site, c'est un peu ce qu'on a déjà dit précédemment. On a aussi des pistes sur la cicatrisation tendineuse avec une amélioration de la sécrétion de collagène 1 et 2 grâce à la diminution de la cytokine pro-inflammatoire. Et enfin, on a des effets sur la consolidation osseuse. Pareil, sur des traumas induits expérimentalement, on a une régulation de cytokines, des facteurs de croissance et des médiateurs inflammatoires avec une augmentation de la prolifération et de la différenciation cellulaire, notamment au niveau des fibroblastes, des ostéoblastes et des cellules souches, avec la formation accrue de collagène et des facteurs de croissance avec une activité phagocytaire majorée. Donc ça rentre dans des détails qui vous intéressent ou pas forcément, mais il fallait qu'il y en ait des infos un petit peu pour tout le monde sur ce webinaire. Si vous voulez aller plus loin sur le détail vraiment à l'échelle
à l'échelle cellulaire, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, pas mal de docs qu'on peut retrouver. On va passer plutôt maintenant aux paramètres techniques du laser pour voir un peu plus en détail les applications techniques. Donc, les paramètres techniques qu'il faut comprendre et maîtriser, ça va être déjà l'absorption, le phénomène d'absorption. Bon, c'est encore de la physique, vous allez me dire, on en a marre, mais bon, il faut bien passer par là. Le faisceau lumineux, vous le savez, subit au contact de la peau des mécanismes physiques de réflexion, de transmission, de diffusion et d'absorption qui vont limiter la pénétration du faisceau laser. La réflexion, elle va constituer une perte d'énergie et aussi une source potentielle de danger pour le thérapeute. C'est pour ça qu'il faut mettre des lunettes, parce que si vous prenez des réflexions de lumière laser 15 fois par jour, 4 jours par semaine, pendant 15 ans, ben, vous allez vous cramer la rétine. Okay, donc, c'est pour ça surtout qu'il faut mettre les lunettes. La transmission, ça va correspondre à la fraction du faisceau qui est ni réfléchie, ni diffusée, ni absorbée. La transmission de la lumière résiduelle au tissu sous-cutané est prédominante pour des longueurs d'onde malheureusement plus courtes, c'est-à-dire 300 ou 400 nanomètres. La diffusion, elle va être en relation avec l'hétérogénéité des tissus traversés et va participer à l'atténuation de la pénétration. Et plus les tissus traversés sont variés en termes de composition, c'est-à-dire qu'on a l'épiderme, le derme, la graisse, les tissus musculaires, le cartilage, les os, etc. Donc, plus c'est varié en composition, en épaisseur et en impédance optique, plus le phénomène forcément d'absorption va être élevé. Et ça va limiter fatalement l'énergie qui va être finalement délivrée au tissu cible, surtout s'il est profond. Ça va donc être intéressant de bénéficier quand même d'une réserve de puissance, surtout pour les traitements de zones qui sont profondes, chez les animaux de fort gabarit, si en plus ils sont obèses. La puissance résiduelle en fonction de la profondeur dépend évidemment de la longueur d'onde et des caractéristiques du milieu qui va être traversé. En gros, à 2 cm de profondeur, on a déjà 50% de la puissance initiale qui est perdue, et à 4 cm, il n'en reste plus que 25%. C'est pour ça qu'il faut développer quand même des puissances relativement importantes. Et ce continuum absorption-pénétration, il est déterminant puisque l'objectif d'un laser thérapeutique, c'est de conduire l'énergie laser en profondeur dans les tissus pour aller biostimuler, pour aller déclencher tout ce qu'on vient d'exposer auparavant dans les couches profondes et améliorer le processus de réparation et de régénération, puisqu'on va vouloir aller traiter par exemple de l'arthrose sur une hanche d'un labrador obèse de 50 kg. Bon, il faut que ça arrive à traverser tout ça, donc il va nous falloir une certaine puissance. Et le paramètre de la puissance va être, cette notion de puissance va être hyper importante quand on parle de thérapie laser. La notion de puissance, elle est vraiment essentielle parce qu'elle définit le niveau d'énergie absorbable. L'énergie, elle va être exprimée en joules. C'est le produit de la puissance qui est exprimé en watts par le temps d'exposition qui va être, lui, défini en secondes. 1 watt, ça va représenter 1 joule par seconde. Et ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. Et si ce n'est pas hyper fluide, vous l'écrivez en gros quelque part, parce que globalement, une fois que vous aurez ça en tête, vous aurez à peu près tout compris ou l'essentiel au paramétrage de votre laser. Donc, 1 watt égale 1 joule par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un protocole de thérapie laser qui requiert une dose de 10 joules par centimètre carré, et qu'on applique ça sur une surface de 100 cm². 100 cm², ça représente à peu près la surface d'une main, d'un humain de taille moyenne. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, si je dois appliquer 10 joules par centimètre carré sur 100 cm², en tout, il va falloir que j'applique 1000 joules. Pour produire mes 1000 joules, si j'ai un laser qui a une puissance de 100 milliwatts, donc un laser de classe 3, je vais devoir appliquer mon laser pendant plus de 2 heures. 10 000 secondes, très exactement. Si j'ai un laser qui a une puissance de 10 watts, je vais avoir besoin de 100 secondes, c'est-à-dire moins de 2 minutes. Donc, la puissance
du laser va surtout vous faire gagner du temps. Okay, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une classification qui existe des lasers en fonction de la puissance de rayonnement émis en watts, qui sert plutôt de référence réglementaire. Ça permet aussi d'alerter les utilisateurs sur les risques ou non de lésions cutanées ou de lésions oculaires. Elle range globalement tous les lasers de classe 4 dans les lasers qui font plus de 500 milliwatts. En dessous de 500 milliwatts, c'est du laser de classe 3, du laser thérapeutique, il s'appelle toujours thérapeutique, mais classe 3, et au-dessus de 500 milliwatts, c'est du classe 4. Mais ça veut dire que dans les classes 4, vous pouvez très bien avoir du laser de 1 watt, du laser de 6 watts, du laser de 10 watts, du laser de 25 watts, du laser de 75 watts. C'est tous des lasers de classe 4. Et globalement, tous ceux qui sont vendus sur le marché actuellement sont des lasers de classe 4, lasers thérapeutiques de classe 4. Mais bon, c'est une classification qui n'a pas tellement de sens, si ce n'est à des fins de protection et d'information du client. Une fois qu'on a compris que notre thérapie laser, ce qu'il fallait faire, c'est d'envoyer un certain nombre de joules sur un certain nombre de centimètres carrés, eh bien, il faut bien définir une surface de traitement. Okay, les lasers thérapeutiques de classe 4, ils diffusent à travers un système optique qui va produire un faisceau de 10 à 25 mm de diamètre à peu près, avec un angle qui va pouvoir diverger d'une dizaine de degrés. La surface couverte par le faisceau, il va varier de 0,8 en général à 5 cm² et les gammes de puissance par unité de surface, ça va être de l'ordre de 0,4 à 3 watts par cm². Évidemment, ça va dépendre des embouts que vous allez utiliser. On a des travaux de Teneur et de Hoth qui suggèrent d'utiliser des densités d'énergie de 2 à 10 joules par cm² pour obtenir nos effets de biostimulation. Et sur des études de dosimétrie et clinique qu'on a fait, on a permis d'affiner un petit peu ces recommandations. Et donc, en général, on recommande une utilisation de 2 à 6 joules par cm² pour des affections aiguës et plutôt de taper sur 6 à 10 joules par cm² pour des affections chroniques. Et ensuite, il y a le paramètre de la longueur d'onde. Donc, je reprends un petit peu ce que je disais avant. Vous avez bien compris que longueur d'onde égale stimulation de chromophore égale derrière effet biologique. Donc, selon l'utilisation que vous en avez, peut-être que vous avez besoin ou pas d'utiliser des longueurs d'onde qui vont stimuler la mélanine. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Ça va un petit peu dépendre aussi du budget que vous avez parce que fatalement, plus vous allez avoir de longueur d'onde sur votre laser, plus le prix du laser en général va être cher. Donc ça, dans vos choix, ce paramètre-là, il faut le voir un petit peu en fonction de vos budgets et en fonction de votre besoin. Définissez bien votre besoin. Si vous n'allez traiter que des affections ostéo-articulaires, est-ce qu'il est absolument indispensable pour vous d'avoir une longueur d'onde qu'on va utiliser surtout pour traiter des plaies et des granuloses? C'est un peu ça la question et le débat, quoi. Okay, on va voir ensuite les différents modes d'émission. On peut passer à la diapo suivante. Le mode d'émission, alors vous allez le voir sur la plupart des lasers, vous avez des modes d'émission continus ou pulsés. Pulsé, c'est intermittent, tout simplement. C'est un système on-off. Et on va avoir cette émission à différentes fréquences de pulsation, c'est-à-dire le nombre d'impulsions par seconde. Pour une puissance donnée, il semblerait que certains types de cellules réagissent différemment selon le mode d'émission et que le temps de pause entre deux impulsions soit un paramètre déterminant de la réponse biologique, c'est-à-dire que certaines fréquences vont favoriser une action sur certains tissus. Okay, sur la plupart des études in vitro, sur les effets biologiques du laser, on rapporte systématiquement les longueurs d'onde et les doses énergétiques délivrées. Donc, normalement, sur toutes les études, vous allez retrouver ces paramètres-là. Par contre, on n'a pas vraiment d'essai in vivo sur l'impact réel des différentes fréquences. Donc, il y a de la théorie, il y a des études in vitro. Sur du in vivo, pour l'instant,
on se base beaucoup sur la théorie et ce qu'on a fait in vitro. Donc, voilà, ces histoires de fréquences, ce serait important. De là à l'affirmer complètement, à en être sûr à 3000%, voilà, il faut prendre cette info-là un peu avec des pincettes. Mais c'est des réglages que vous allez retrouver sur vos lasers. C'est important de savoir à quoi ils correspondent et pourquoi on les a mis là. Expérimentalement, on observe une meilleure réponse antalgique sur des fréquences plutôt basses, c'est-à-dire de l'ordre de 2 à 100 Hz, des effets de biostimulation plutôt entre 500 et 700 Hz, une action plutôt anti-inflammatoire entre 2500 et 5000 Hz et un effet plutôt antibactérien optimal pour des fréquences supérieures à 10 000 Hz. On a aussi des données sur le type de tissu traversé. Alors, sans que le phénomène soit clairement vraiment expliqué, il est probable que les différents types de cellules répondent plus ou moins bien à la manière dont elles sont exposées au rayonnement. A priori, ce serait la contenance en eau variable d'un ostéoblaste, par exemple, ou dans une cellule musculaire lisse, qui constituerait un premier élément de réponse sur le fait que ça réponde différemment à une fréquence ou à une autre et qu'il y aurait une efficacité différente selon la fréquence appliquée. Donc, je vous ai mis pareil des fréquences théoriques. Pareil, a priori, entre 2 à 100 Hz, ce serait plutôt optimal pour les os et les cartilages. Les fréquences maximales d'efficacité sur les tissus conjonctifs, les muscles, les plaies ouvertes seraient respectivement de 500 à 700 Hz, 2005 à 5000 Hz et 10 000 Hz pour les plaies, tout ce qui est plus superficiel et en plus qui répondrait de façon optimale sur un effet antibactérien. Voilà ce que nous disent en tout cas les données expérimentales et voilà pourquoi on a des traitements en général où on a 2 phases continues et des phases avec des fréquences différentes. C'est pour essayer d'avoir des effets différents et de vraiment toucher de façon optimale toutes les couches en fait, de tissus différentes, de superficielle à profonde. Donc en pratique, maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est la thérapie laser, comment ça fonctionne, quels sont les différents paramètres que vous allez retrouver sur votre appareil de laser, vous allez pouvoir choisir le protocole idéal pour le cas qui se présente maintenant devant moi. Déjà, est-ce que je vais proposer de la thérapie laser? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Donc la réponse est oui. Il y a des contre-indications à la thérapie laser. La contre-indication majeure étant les processus tumoraux. Alors évidemment, on ne met pas dans les yeux, on évite les gonades, on évite les utérus gravides, mais on n'a pas énormément de données là-dessus. On évite les cartilages de croissance, mais c'est pareil, on n'a pas des données hyper carrées. Donc, pour ce qui est du cartilage de croissance, je dirais que c'est à vous vraiment de voir la balance bénéfice-risque. Si vous avez un animal qui est très jeune, mais qui a des douleurs très, très importantes, et je pense que ça dépend de quelle articulation c'est, je pense que ça dépend de l'âge auquel c'est. Vous pouvez aussi aller sur des puissances peut-être un petit peu plus faibles pour éviter d'aller cramer les cartilages de croissance. Ou si, par exemple, c'est pour traiter une plaie d'ovarectomie si sur une chienne jeune, c'est pas un souci, quoi. L'idée, c'est de pas forcément aller bombarder une hanche d'un animal dysplasique de 5 mois. Là, par contre, je dirais, bon, là, ok, il a mal, mais on a d'autres armes en notre possession, faisons autre chose. Donc, à réfléchir, évidemment, c'est pas parce qu'un animal est très jeune et a des plaques de croissance qu'on ne peut pas traiter une plaie. Voilà. Donc, à voir fonction de ça, l'idée, c'est juste de ne pas viser les cartilages de croissance. Mais sinon, contre-indication absolue sur les tumeurs. Donc, très attention si vous avez un vieux papy qui arrive avec un gros genou, un gros coude, et qu'on vous dit qu'il y a de l'arthrose, mais qu'il n'y a jamais eu de radio de fait, méfiance, parce que si c'est un ostéosarcome, je peux vous dire que ça fait très, très, très bien grossir les ostéosarcomes, et très vite. Donc voilà, si vous avez un doute, notamment sur un animal âgé, faites toujours une radio avant de vous lancer dans la thérapie laser, quoi. OK ?
Donc, Nina, juste, pardon, oui, je regarde le timing. Est-ce que vous ouais. pensez que là, dans le quart d'heure qui vient, on a le temps de balayer la mise Eh ben, je en vais me pratique? dépêcher, ouais. Oui, 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 Merci. t'inquiète. Ah, mais non, mais j'espère que les vidéos vont marcher surtout. Allez, on va essayer, Les hein. vidéos vont marcher. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'on a choisi le laser, on fait attention aux contre-indications, on va choisir le protocole, c'est-à-dire vous vous rappelez combien de joules par centimètre carré j'utilise et quelle surface je vais traiter. Okay. Attention, on va le voir après dans les cas pratiques, c'est que pour la moelle épinière, on peut monter jusqu'à 14 joules par centimètre carré. Donc parfois, il va falloir adapter les protocoles et la réussite de votre protocole, il va tenir à l'observance de la fréquence et des séances. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Sur la fréquence des séances, je vous ai mis quelques protocoles. De toute façon, vous récupérez le PowerPoint, hein, donc c'est pas grave si vous ne notez pas tout sur un papier très très vite. Globalement, sur l'arthrose, qui va être quand même une indication assez fréquente de la thérapie laser, le protocole recommandé, le meilleur protocole possible, ce serait de faire 3 séances par semaine, puis 3 séances la première semaine, puis 2 séances la deuxième, puis 1 séance la troisième. Le problème, c'est que souvent, au niveau planning, pour les gens, c'est compliqué de venir 3 fois la première semaine. Donc, ça marche aussi très bien en protocole 2-2-2, c'est-à-dire 2 fois par semaine pendant 3 semaines. Sur les plaies, si on veut avoir une efficacité sur les plaies, il faut traiter 1 fois par jour sur 2 à 5 jours, puis ensuite tous les 3-4 jours. Et ensuite, on adapte en fonction du résultat, mais une fois qu'on a obtenu un début de réaction, en fait, un début de résultat. Si vous voulez traiter une plaie et que de but en blanc, vous dites venez 1 fois par semaine, en fait, votre thérapie laser, elle ne va rien changer à la plaie, il ne faut pas se leurrer, hein. C'est de la thérapie, c'est une thérapie qui est cumulative. Donc, si vous lancez un protocole plaie à 1 fois par semaine, ben, vous avez toutes les chances d'avoir très peu de résultats et de dire ah, mais en fait, ça ne marche pas la thérapie laser. OK ? C'est même chose pour les gingivostomatites. Alors, je sais que les gingivostomatites, c'est souvent du 50-50. Il y a des vétos qui trouvent qu'on a des super résultats, des vétos qui trouvent qu'on n'a pas du tout de résultats. Et souvent, ça tient énormément au protocole. C'est-à-dire qu'un protocole efficace pour traiter une gingivostomatite de chat avec de la thérapie laser, déjà, l'idéal, c'est d'avoir un embout adapté. Donc, ce genre d'embout-là, que vous voyez là, les embouts de précision, pour de préférence faire intrabuccal. Okay. Et si on veut que ça marche, eh ben, le mieux, c'est d'hospitaliser le chat et de faire 1 à 2 traitements par jour jusqu'à obtention d'un début de résultat anti-inflammatoire. Et on fait ça pendant 2-3 jours. Ensuite, on fait tous les 2 jours et on espace progressivement, mais après avoir obtenu un début de réponse. C'est pareil, si le chat avec la gingivostomatite, vous dites au propriétaire, venez 1 fois tous les 15 jours, on fera de la thérapie laser, il ne faut pas vous étonner que vous n'ayez pas de résultat. Ça ne marchera pas, c'est une certitude. Sur des douleurs articulaires, de manière générale, on fait 1 fois tous les 3-4 jours et ensuite on adapte la fréquence en fonction du résultat. Sur du post-op, on peut faire 1 fois en post-opératoire direct. On peut faire la thérapie laser vraiment tout de suite à la sortie de la chire, ce n'est pas un problème. Il faut juste éviter les implants. Donc, si vous faites du laser sur un post-op de TPLO, vous traitez que la face latérale, vous évitez la face médiale parce que la plaque est vraiment en surface. Et vous risquez d'avoir un échauffement qui, derrière, va abîmer l'os. Okay, va abîmer le périoste. Donc vraiment, 1 fois direct en post-opératoire, au retrait du pansement s'il y en a un, sinon on peut en refaire pareil tous les 3-4 jours et on peut adapter le nombre de séances en fonction de la douleur et de la réponse obtenue. Tant que vous êtes sur quelque chose d'aigu, en fait, les séances, il faut les faire assez régulièrement. Pour tout traitement en général, il faut vraiment prendre en compte ce traitement d'attaque de plusieurs séances rapprochées, sinon vous n'aurez pas de résultat. Et pareil, j'ai trop souvent des gens qui viennent en me disant ah bah oui, mon vétérinaire, une fois, il m'a fait une séance de laser, mais bon, ça n'a pas marché. Donc, alors, c'est évident. C'est une séance de laser, vous aurez rien. Vous aurez fait du chaud, voilà, localement, ça aurait été bien ou plus ou moins bien toléré. Mais globalement, il ne faut pas s'attendre à avoir des effets de dingue. Moi, je dis toujours aux propriétaires quand ils me demandent qu'il faut attendre la 3e, voire 4e séance pour obtenir du résultat. OK ? Et un traitement d'attaque, pour moi, c'est minimum 6 séances pour vraiment pouvoir se rendre compte si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, c'est important d'obtenir
le consentement éclairé du propriétaire et son approbation et la possibilité pour lui de s'engager sur plusieurs séances, auquel cas ce sera fatalement un échec thérapeutique. On va prendre l'exemple sur la diapo suivante de l'arthrose du chien et du chat. Donc, la première visite va me servir à évaluer la douleur. Si vous faites un peu de physio, vous allez un peu plus loin, vous allez éventuellement évaluer les masses musculaires, s'il y a de l'ankylose ou pas. Évidemment, s'il y a un protocole analgésique qui est déjà en place et s'il faut que je le modifie ou pas. Il faut profiter de ce temps-là pour expliquer la thérapie laser au propriétaire, qu'il n'ait pas juste l'impression que la thérapie laser, ça sert à chauffer en profondeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour justement obtenir cet avis éclairé et un engagement sur un protocole complet, auquel cas ça ne marchera pas. Vous choisissez ensuite le protocole, vous êtes le vétérinaire, donc vous avez évalué votre patient, vous avez évalué la sévérité par exemple de l'arthrose et les zones qu'il faut traiter prioritairement et la taille de ces zones. Pardon, j'ai eu un bug. Donc, de là, vous allez choisir si vous avez besoin d'un traitement entre 2 et 4 joules par centimètre carré ou entre 6 et 8 joules par centimètre carré ou encore plus que ça et bien évaluer la taille à traiter pour vérifier qu'ensuite, sur votre thérapie laser, vous avez bien le bon nombre de joules. Et c'est là que vous allez allumer votre appareil, sélectionner vos protocoles, modifier le protocole en fonction de vos besoins et de la pertinence, et après faire des suivis et des ajustements. Et donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, l'idée, quand vous allez mettre en pratique tout ça, c'est que, par exemple, je prends l'exemple d'un chien. Je vais en musculo-squelettique, je vais dans articulation et je choisis par exemple coude, genou et j'avais mis quoi écarpe et clair, hop, chronique et pour un chien de plus de 42 kg. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Vous allez regarder, vous allez voir que vous avez un temps de traitement de 3 minutes 24. Vous allez voir ici afficher votre nombre de joules de 1428 joules. Et jusqu'ici, ça va. Et à la limite, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que si vous ne réfléchissez jamais, vous risquez d'avoir des échecs thérapeutiques. Donc, si je veux aller un petit peu plus loin, les longueurs d'onde, bon, elles sont déjà sélectionnées. Là, c'est un laser avec 4 longueurs d'onde. Je pourrais, si je veux, enlever la longueur d'onde 650 nanomètres, mais bon, je n'ai pas spécialement d'intérêt à l'enlever. Quand je vais ici dans Modifier, vous voyez qu'on a différents protocoles avec 2 phases continues et des phases pulsées qui sont pulsées à 10 Hz, 500 Hz, 1000 Hz et 5000 Hz pour essayer de viser ces différentes couches, comme on a vu, sur en tout cas des données ça m'a perturbé tout ça, sur des données in vitro. Si je veux, je peux modifier ces fréquences si j'ai envie parce que, a priori, pour le tissu conjonctif, 600 Hz, c'est mieux. Parce que je veux plus d'effets superficiels, donc je vais mettre du 10 000 Hz, etc. Donc, si je m'en sens l'envie et les capacités, je peux modifier les fréquences. Mais ce n'est pas tellement ça qu'on va aller modifier, nous, réellement. C'est que la réflexion à faire, c'est que si je veux traiter, par exemple, mon arthrose à 6 joules par centimètre carré, ça me fait une dose, là, de 1428 joules, qui est plutôt OK pour une zone de 238 mètres carrés, OK, puisque 6 joules par centimètre carré, sur un total de 1428 joules, ça fait une zone de 238 cm carrés. Une zone de 238 cm carrés, c'est à peu près une zone de 15 cm par 15 cm. Donc, ça semble à peu près OK pour un coude d'un chien qui fait 42 kg. Maintenant, si j'ai un chien qui fait 60 kg, est-ce que c'est toujours OK en termes de surface? Et si je veux traiter à 10 joules par centimètre carré parce que ce chien est obèse et que mon articulation elle va se situer vraiment très en profondeur et je vais avoir beaucoup de pertes dans le tissu adipeux, alors ça ne va plus être OK que pour une zone de 12 cm par 12 cm.
ça fait quand même 3 cm d'écart entre si je traite à 6 joules par centimètre carré ou 10 joules par centimètre carré. Et donc, il faut que je vois si c'est toujours OK. Et si ce n'est pas OK, que je modifie à ce moment-là le nombre de joules que je vais envoyer. Et pour modifier le nombre de joules, soit je vais augmenter la puissance, hop, donc je peux faire plus 25, plus 50, soit comme je ne peux pas augmenter la puissance indéfiniment et que je veux éviter aussi que ça s'échauffe de trop localement, je peux augmenter le temps de traitement. Et vous voyez que ça va augmenter le nombre de joules que je vais envoyer localement. Donc ça, c'est en fait, c'est surtout à ça que je fais référence quand je dis qu'il faut personnaliser le traitement, ok, qu'il faut toujours vérifier la zone que vous traitez, ok. Soit c'est ok et j'ai rien à changer, soit c'est pas ok et soit j'augmente le nombre de joules, soit je diminue de moi-même la zone que je traite, ou je fais 2 protocoles avec un point inférieur si j'ai un autre laser, etc. Si je garde ce même protocole, tac, mais que je passe sur un pelage foncé, hop, toujours plus de 42 kg. 1400, ouais, je passe à 1484 joules, alors qu'avant, j'avais 1428 joules. OK? Sauf qu'on sait qu'en cas de pelage sombre, j'ai une perte d'à peu près 20%. J'ai 20% de déperdition parce que la lumière va être absorbée en partie par la mélanine. Donc, en réalité, si je veux traiter la même zone à 6 joules par centimètre carré, il me faut plus que ça. Parce que j'étais à 1428 joules. Si j'enlève 20%, je retombe à 1188 joules. Et donc, ça va être OK pour traiter une zone de 14 par 14 pour 6 joules par centimètre carré, mais ça ne fait plus qu'une zone de 10 cm par 10 cm, c'est-à-dire la taille d'une carte, 10 cm carrés, c'est à peu près la taille d'une carte à jouer, hein, pour 10 joules par centimètre carré. Donc, c'est là où c'est quand même très important de vérifier que le nombre de joules que j'envoie est cohérente avec la puissance que je veux envoyer et la surface que j'ai à traiter. Là, j'arrive à 2784 joules sur un traitement de 3 minutes 52. Là, il faut bien prendre le protocole hernie discale parce que si vous prenez le protocole, tac, articulation, si je prends dos ici, clair, chronique, 42 kg. Ah non, c'est le même, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'avais fait, moi Ah non, je suis pas sûre. Oui, pardon, c'est alors je me suis embrouillée dans mes trucs. Hop. Chien, musculo-squelettique, ouais, articulation, dos, j'avais pris l'exemple, je vous ai fait des calculs et tout. Hein. En fait, vous ne voyez pas grand-chose, hein, c'est un peu bizarre. Hop. Dos. Toc. Oh là là. Dos. Thoracique. J'avais pris. Clair. Chronique. Pour 8-14 kg, j'arrivais à 925 joules pour un traitement de 3 minutes 24. C'est ça. Et donc, alors, si mon chien, par exemple, il y a une spondylarthrose, on parle juste d'arthrose, et que je veux traiter à 8 joules par centimètre carré, donc 925 divisé par 8, ça me fait 115 cm carrés, soit environ 20 cm par 6 cm. Donc, c'est une zone pas mal pour une zone thoracique sur un chien de ce gabarit-là. Par contre, si c'est une hernie discale que je veux traiter, je vais vouloir aller chercher plutôt vers 14 joules par centimètre carré parce qu'en fait, il y a beaucoup de structures osseuses, il y a les vertèbres à passer pour arriver jusqu'à la moelle épinière, c'est énorme, il y a énormément de déperdition. Si je fais le même protocole et je divise 925 par 14, ça me fait 66 cm², donc une zone de 11 cm par 6 cm². Donc en fait, si je veux couvrir la même surface, si je voulais couvrir mes 20 cm de dos, en fait, il faut que j'augmente mon nombre de joules. Il faut que je passe à 1680 joules. Je vous ai fait les calculs, après vous les ferez vous-même. Mais je peux donc soit augmenter la puissance que je vais utiliser, soit la durée du traitement, soit les deux, si je veux éviter un échauffement. Mais
Ce que je veux vous dire par là, c'est OK, les protocoles, ils sont préenregistrés et globalement, dans la plupart des cas, vous pouvez vous y fier, mais quand vous avez des particularités, soit de morphologie, soit qu'un animal est obèse, soit qu'un animal a un dos très long, soit qu'on va chercher une hernie discale. Voilà, il faut prendre en compte ça. Et si vous avez des échecs thérapeutiques avec les protocoles qui sont déjà enregistrés, il ne faut pas hésiter à les modifier. Et le dernier exemple que je vous ai pris, c'est l'exemple des plaies. Hop. Et ce qu'il faut bien regarder sur les plaies, c'est que quand on traite une plaie, il faut prendre au minimum 1 cm de marge sur les petits animaux et 3 cm de marge sur les grands animaux. Sur des plaies chirurgicales ou propres, on va taper à 2 à 4 joules par centimètre carré tous les jours de 3 jours, puis un jour sur 2, comme on a vu tout à l'heure. Sur les plaies chroniques, tout ce qui est granulomes infectés, etc., on va plutôt être 4 à 6 joules par centimètre carré, tous les 2 à 5 jours. Ça, on l'a vu tout à l'heure dans le protocole. Ce qu'il faut, c'est que si vous n'avez pas d'amélioration après 2 à 4 traitements, il faut augmenter la dose, la quantité d'énergie de 25 à 50% par traitement jusqu'à obtention de la réponse souhaitée. Donc, vous allez avoir le protocole de départ. Il ne faut pas hésiter à augmenter le nombre de joules que vous envoyez si vous n'avez pas d'amélioration alors que vous respectez la fréquence des séances. OK ? Et encore une fois, attention à la surface que vous calculez de traiter, parce que si je choisis, par exemple, sur mon protocole 6 cm², bien se rendre compte que 6 cm², c'est à peu près la taille d'une pièce de 20 centimes. Okay, et donc, cette pièce de 20 centimes, elle doit comprendre les marges de 1 cm pour un petit animal et de 3 cm pour un gros animal. Donc, autant vous dire que les plaies de 6 cm², c'est vraiment des trucs minuscules. Donc, prenez bien, regardez bien la surface de votre plaie, comptez les marges et choisissez bien la bonne surface et la bonne quantité d'énergie et n'hésitez pas à augmenter la quantité d'énergie. Il y a plein d'études qui ont été faites avec des doses de 20 joules par centimètre². Donc, en fait, il y a quand même de la marge. Hein. Et si vous n'obtenez pas de réponse thérapeutique, c'est que soit vous n'avez pas respecté la fréquence des séances, soit vous n'envoyez pas suffisamment d'énergie sur la surface que vous traitez. Et ce sont les principales sources d'échecs thérapeutiques. OK. Du coup, je vais arrêter là parce que mais c'est fini. Hein. J'avais pris ces 3 exemples-là parce que c'était ceux qui me semblaient les plus parlants. Alors, je n'ai pas redétaillé juste le type d'application en balayage ou en point par point parce qu'en fait, ça dépend un petit peu du laser que vous avez, des embouts que vous avez. Dans la plupart du temps, à faire du balayage. Et sur les plaies, il faut faire attention à être à peu près 3-4 cm au-dessus de la plaie pour cette application. Donc, merci quand même, hein, Nina, de nous avoir fait profiter de vos cas pratiques en direct. Merci encore, Nina, pour de nous faire partager vos connaissances en la matière. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser. Vous allez recevoir de toute façon dans quelques jours, je crois même dès demain, le replay de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas par retour d'email à nous faire part de vos remarques aussi, c'est important, à vos suggestions, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ou sur d'autres. On est bien entendu disposé à recevoir toutes vos suggestions, tous vos commentaires. Et voilà, je crois qu'on va pouvoir en rester là pour aujourd'hui. Donc, merci encore, Nina, merci pour votre temps.